En ce qui concerne la transition politique d'abord, dans laquelle nous nous trouvons, je dois me réjouir que toutes les mesures relatives au processus de transition politique sont conçues et réalisées dans une démarche consensuelle et inclusive, en ayant à l'esprit que dans aucun de nos pays, l'unanimité n'est possible et n'est même souhaitable dans un cadre démocratique. Et aussi rappeler que le gouvernement a renforcé le dialogue avec les forces vives de la nation, les acteurs politiques, les organisations de la société civile et toutes les autres entités qui concourent à former l'opinion nationale. Aussi, conformément aux attentes largement exprimées par les populations maliennes lors des assises nationales de la refondation, les autorités de la transition sont déterminées, je le souligne encore une fois, sont déterminées et ont pris des mesures fortes et irréversible pour un retour à l'ordre constitutionnel sécurisé et apaisé dans les délais qui sont convenus. Dans ce cadre, on peut se réjouir de l'adoption consensuelle de la loi électorale, de l'adoption de 6 lois pour la réorganisation territoriale, de la mise en place de cartes d'identité biométriques sécurisées, la convocation plus récemment du collège électoral pour la tenue du référendum constitutionnel prévu le 18 juin, tout ceci s'inscrivant dans la même dynamique. Naturellement, le léger glissement de calendrier auquel vous avez assisté par rapport à la tenue du référendum constitutionnel, de notre point de vue, n'aura pas d'incidence par rapport au délai fixé pour mettre un terme au processus de transition. En l'espèce, je dois rappeler que la CEDEAO, l'Union africaine comme les Nations unies participent à nos côtés aux travaux du comité de suivi du programme de réforme politique et institutionnelle. Les avancées réalisées dans le cadre de la transition politique concernent, comme vous le savez, l'installation de l'autorité indépendante de gestion des élections et aussi la mise en place en cours de finalisation de ces coordinations régionales, locales et aussi dans les missions diplomatiques et consulaires. Le nouveau découpage territorial pour une meilleure représentation des populations aussi vient clore ce chapitre du processus de transition qui est désormais pleinement engagé et pour la réussite duquel, naturellement, nous comptons sur l'appui de tous les partenaires. Aujourd'hui, même pour l'organisation des élections, je dois dire que le gouvernement a engagé des ressources importantes et a mobilisé ses propres ressources pour pouvoir financer l'essentiel de ces opérations, mais naturellement, nous restons toujours ouverts à avoir les contributions des autres partenaires pour pouvoir contribuer à cela, mais dans un souci d'appropriation, il était important que les maigres ressources dont nous disposons, nous puissions d'abord décider que c'est une élection qui concerne d'abord les Maliens, on ne peut pas être les spectateurs, il nous faut investir nos ressources, mais aussi nous apprécions les contributions que beaucoup d'entre vous sont déjà en train de faire par rapport au processus de transition. Sur la situation sécuritaire, vous êtes suffisamment informés de la situation sécuritaire marquée par des attaques terroristes depuis l'opération militaire unilatérale de l'OTAN en Libye en 2011. Nous ne nous lasserons pas de les rappeler parce que c'est là où nous avons trébuché. Donc, avec ces conséquences néfastes sur l'ensemble de la région, nous ne voulons pas dire que le Mali ou les pays de la région n'avaient pas de problème, mais cette intervention a fondamentalement changé la donne sécuritaire de la région et jusqu'à aujourd'hui, nous en subissons les conséquences, notamment marquées par l'expansion du terrorisme et de l'insécurité dans tout notre espace avec son corollaire de victimes. Donc le Sahel et le Mali, naturellement, subissent les conséquences d'une guerre et d'une crise qui nous a été imposée, à l'origine de laquelle nous n'avons pas été écoutés et nous n'avons pas été entendus, face à laquelle nous sommes objectivement seuls, sans appui à hauteur de souhait, en tout cas sans appui à hauteur de menace, pour pouvoir renverser la vapeur. À cet égard, je dois rappeler que le Mali n'est pas un pays ingrat. Nous reconnaissons le sacrifice ultime consenti par des soldats
de nos pays frères et voisins, des pays africains, des pays amis lointains qui ont contribué à cela, et nous nous inclinons pieusement chaque fois qu'il le faut devant la mémoire de ces victimes civiles et militaires qui sont tombées ici sur le champ d'honneur, maliennes comme étrangères. Le terrorisme, puisqu'il faut en parler, je n'aime pas tellement utiliser le mot terrorisme parce que je trouve que c'est un terme qui ne reflète pas la réalité, parce que c'est souvent des concepts qui ne reflètent pas la réalité, parce que quand on parle de terrorisme, je cherche toujours à savoir de qui on parle. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Qui les finance? Qui les soutient? Qui les motive? Donc, sous cette réserve, je vais quand même utiliser, parce que je n'ai pas d'autres termes mieux indiqués, pour parler de... Donc, les terroristes frappent indistinctement les populations civiles maliennes, mais aussi les forces nationales comme les forces étrangères, les symboles de l'État dans plusieurs localités. Je rappelle que ces terroristes n'obéissent à aucune idéologie. Ça, il faut le rappeler encore une fois, bien évidemment. En tout cas, pas à la religion, notre religion, l'islam, qui est une religion de paix. Je crois que l'islam et les musulmans sont les premières victimes de ces groupes qui pensent faire une guerre au nom d'un Dieu qui n'est pas le Dieu que nous connaissons. En réaction, donc, et après avoir tenté une réponse internationale au Mali pour répondre à cette crise, réponse internationale qui a quand même montré ses limites, il faut le reconnaître, les forces de défense et de sécurité assument désormais et en toute autonomie leur rôle de régalien de sécurisation des personnes et de leurs biens. Mais je sais que nous n'avons pas réussi en tant que communauté internationale. Encore une fois, j'hésite toujours à utiliser ce type de concept de communauté internationale, mais la réponse internationale au Mali a en partie échoué parce que aussi certains partenaires n'étaient pas sincères. Parce que quand on n'est pas sincère, on ne peut pas atteindre les objectifs que nous recherchons. Les forces armées maliennes poursuivent leurs offensives contre les organisations terroristes et remportent des succès tangibles sur le terrain, même si certains ne veulent pas les reconnaître. Je crois que les populations maliennes reconnaissent ceux qui sont affectés par cela. Je crois que c'est le plus important. Plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés. Nous assistons même dans certaines localités à des redditions de combattants de groupes armés terroristes. Leurs sanctuaires sont détruits et de grandes quantités de matériel de guerre sont saisies ou détruites. Ces succès ont été rendus possibles grâce au renforcement de l'outil militaire, obtenu dans le cadre d'un partenariat d'État-État que le Mali entretient avec la Fédération de Russie et qui lui vaut, hélas, les représailles sous forme d'instrumentalisation de la question des droits de l'homme. Maintenant, sur la question des droits de l'homme, le gouvernement regrette la campagne hostile de certains États et organisations internationales contre le Mali en instrumentalisant et en politisant la question des droits de l'homme pour des agendas à peine cachés. Naturellement, vous vous êtes rendu compte que notre pays fait l'objet d'une grande conspiration qui, au début, avait d'abord trouvé le retour à l'ordre constitutionnel comme la première arme à utiliser contre le Mali, qui nous a même valu des sanctions. Aujourd'hui, le retour à l'ordre constitutionnel est sur les rails. Et ça ne peut plus constituer un prétexte pour sanctionner notre pays. Il fallait trouver autre chose. Je crois que c'est dans ce cadre-là qu'on a sorti subrepticement la question des droits de l'homme comme un des instruments pour pouvoir créer des problèmes au Mali. Les opérations de lutte contre le terrorisme au Mali, comme vous le savez, sont menées dans le strict respect des droits de l'homme. Je dois encore rappeler qu'aucun pays sur cette planète n'a l'apanage des droits de l'homme. Tous les pays, nous devons être modestes. Nous devons tous apprendre les uns et les uns des autres par rapport à cette question.
Et je crois que nous sommes dans des apprentissages constants. Certains sont avancés sur certaines questions, d'autres sont dans des phases d'apprentissage. Donc, mettons-nous dans la tête que les droits de l'homme ne sont l'apanage d'aucune nation, d'aucun pays, mais c'est un bien commun que nous devons tous rechercher en tenant compte de notre histoire, de notre civilisation, de nos parcours politiques, de nos parcours culturels, de nos religions. Donc, bref, des différents substrats qui nous aident à pouvoir embrasser cette question avec humilité et donc en se disant que nous en sommes les propriétaires, les autres viennent à l'école apprendre avec nous. En tout cas, pas à un pays comme le Mali qui, en 1236, a écrit une constitution où les notions des droits humains étaient là bien avant les instruments internationaux des droits de l'homme. Ça ne fait pas de nous un champion. Mais si on doit rappeler des choses, on le rappelle aussi, pour dire que nous avons aussi un passé humaniste. Nous ne sommes pas des sauvages. Je crois que ça me semble être important. En tout cas, que sur la question des droits de l'homme, il s'agit d'abord de populations maliennes. Et la protection des populations maliennes, c'est d'abord notre responsabilité. Je ne pense pas qu'un pays où des dirigeants puissent aimer les Maliens plus que nous-mêmes. On peut faire des fautes. Mais je crois que nous devons garder cela à l'esprit. Donc le présent exercice n'a de sens que dans un esprit de franchise, comme je le dis au début, et que je ne souhaite éluder aucune question. Je répondrai et j'espère pouvoir vraiment avoir un échange avec vous. Maintenant, comme les anglophones le disent, the elephant in the room, que je ne vais pas éluder, qui est naturellement la question de Moura, qui est dans tous les esprits, et sur lequel je veux vous dire que le Mali n'est pas sur la défensive. Nous comprenons ce qui est en jeu. Nous ne sommes pas sur la défensive. Parce que quand on sait ce que les gens visent comme objectif, je crois que ça clarifie beaucoup de choses. Il y a des évidences qui ne sont pas vraiment des évidences, dont on doit se méfier en analysant. Donc d'abord, si je commence par le rapport dit du Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies, sur lequel nous avons énormément de réserves, sinon même des griefs, je dois dire que pour nous, ce rapport repose sur un récit qui est fictif. Il n'est ni réel ni réaliste. Et il est biaisé et il ne répond pas aux normes internationales d'impartialité, d'indépendance et de professionnalisme. Et ceci ne vient pas seulement que de notre gouvernement. Beaucoup de professionnels au Mali et à l'extérieur du Mali ont pointé du doigt le manque de sérieux et le manque d'éthique par rapport aux conditions dans lesquelles ce rapport a été écrit. Nous pensons qu'aujourd'hui, dire que le gouvernement ou l'armée malienne a tué indistinctement 500 Maliens sur une population de 4000 personnes, la population de Moura, la ville de Moura, c'est près de 4000 personnes, nous semble fantaisiste de notre point de vue. Ça veut dire que nous parlons de 12,5% de la population de Moura qui aurait été éliminée sans aucune raison. Sans aucune raison. Mais cette affirmation est surtout dangereuse pour le Mali, car elle jette l'opprobre naturellement sur l'institution militaire que nous vénérons ici au Mali, et sans aucune précaution d'usage en matière d'enquête, comme je l'ai souligné. Ce rapport, malheureusement pour nous aussi, nous pensons qu'il y a des agendas cachés. Il pêche par sa partialité, sa légèreté, parce que comment comprendre qu'un rapport d'établissement des faits puisse proférer des accusations aussi graves et sensibles contre un pays, ses autorités, son institution militaire au conditionnel. Parce que s'il s'agit d'établir les faits, c'est qu'on connaît les faits, on les établit. Ça ne peut pas être qu'au conditionnel.
extrêmement grave. Pour ceux qui parlent le français et comprennent, on ne peut pas monter ce type d'accusation au conditionnel. Est-ce que ça s'est fait ou ça ne s'est pas fait? Mais aurait. Est-ce que c'est sérieux? Je me demande bien. Mais donc des accusations aussi graves qui sont de nature surtout à opposer et à déstabiliser les communautés et l'État malien. Je ne sais pas si c'est ça l'objectif recherché de ce rapport. Mais je pourrais aussi comprendre la réaction de beaucoup d'entre vous, hein, qui sont les champions sur les questions de droits de l'homme, de se dire que oui, mais pourquoi le Mali refute en bloc ce rapport? Je vais revenir pour vous dire plus ou moins pourquoi. Mais je voulais aussi vous rappeler qu'il n'y a pas longtemps, un État membre du Conseil de sécurité des Nations Unies que je ne veux pas citer et que vous connaissez tous ici, a fait l'objet de ce type d'accusation dans un rapport de la MINUSMA pour avoir tué des civils dans une localité malienne et avec des éléments qui sont avérés. On connaît le traitement de ce dossier. Qu'est-ce qu'il en a été fait? Je vous laisse... En tout cas, c'est un traitement différent de toute la campagne qui est aujourd'hui mobilisée contre le Mali. Donc pour nous, nous mettons en cause la crédibilité de ce rapport, qui est d'abord écrit par un individu que nous avons expulsé de notre pays pour des activités subversives. Quel crédit nous allons donner à un tel rapport? Ensuite, pour ce qui concerne la division des droits de l'homme des Nations Unies, de la MINUSMA ici, je pense que parce que tous ceux qui se sont précipités à applaudir ce rapport doivent d'abord chercher à comprendre qui est dans cette division. Ils sont de quelle nationalité? Quel est leur parcours? Et qui les a amenés ici? Quel est le pays qui contrôle cette institution? Ensuite, l'autre question par rapport à la crédibilité de ce rapport, vous avez lu ou entendu récemment le président de l'association malienne de défense des droits de l'homme, M. Mokhtar Mariko, qui a indiqué très clairement, publiquement, la vidéo existe, que ce rapport du Haut Commissariat des droits de l'homme n'est qu'un plagiat du rapport de la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme que l'AMDH a contesté ici, parce que le dit rapport ne répondait ni aux normes internationales de rédaction de ce type de rapport, ni aux normes d'indépendance, ni aux normes de professionnalisme. C'est juste du copier-coller par rapport à ça. Premier élément. Deuxième, la même AMDH, parce que je ne parle pas au nom du gouvernement, parce que vous allez dire que je défends le gouvernement, trouve incompréhensible l'accusation, l'Association malienne de défense des droits de l'homme trouve incompréhensible et irréaliste l'accusation que les FAMA aient pu ouvrir le feu sur la population de Moura un jour de foire et que les balles n'aient atteint que des victimes peu, d'origine peu. Un jour de foire, ça veut dire que toute la population, diverses ethnies confondues, étaient au marché. Nous savons que Moura, pour ceux qui en connaissent sa constitution sociologique, Moura, il n'y a pas que des Peuls, il y a des Bambara, il y a des Sonrai, il y a des Bozo. Donc comment, ce jour-là, si on tuait indistinctement, on aurait pu ne viser que des Peuls, si tel était l'objectif. Ça aussi, je pense que reculons et essayons de réfléchir à ces questions. Il y a une délégation ministérielle malienne qui est partie. Si on a tué 500 personnes dans un village, je crois que c'est difficile d'aller juste maquiller ça et de dire que les choses se sont passées de telle ou telle façon sans prendre les précautions nécessaires. Maintenant, je vais aussi revenir, j'étais en train de faire les commentaires, je vais revenir aux faits sur ce qui s'est passé ce jour en Moura du point de vue du gouvernement en attendant les conclusions des enquêtes qui sont en cours.
Donc dans la période du 27 au 31 mars, une opération d'opportunité aéroterrestre de grande envergure a été menée par les FAMA en autonome dans la zone de Moura, au cours de laquelle plusieurs combattants de groupes armés terroristes ont été neutralisés. D'importantes quantités d'armes et de munitions ont été récupérées, 51 personnes interpellées et mises à la disposition de la brigade de gendarmerie de Sévaré dans la région de Mopti. Le village de Moura a été assiégé, comme vous le savez, par des groupes terroristes affiliés à la Katiba Massina. C'est le lieu favori des grandes rencontres terroristes dirigées par Amadou Koufa et ses lieutenants. Je dois rappeler que pendant près de 5 ans, personne ne pouvait aller à Moura qui était assiégé par les terroristes. Mais où étaient ces grands défenseurs des droits de l'homme quand la population civile était assiégée pendant ces 5 ans? Le dimanche 27 mars, jour de foire à Moura, plusieurs terroristes se sont donné rendez-vous pour répondre à l'appel à la haine contre les femmes relayées sur les réseaux sociaux, mais également pour participer au partage de la zakat, qui est l'aumône, en tout cas les contributions qu'on fait dans le cadre de l'islam. Cependant, certains pays, depuis lors déjà, depuis mars 2022, certains pays, médias et organisations adoptant une posture clairement hostile au Mali et se réclamant défenseurs des droits de l'homme soutiennent que les soldats maliens auraient tiré, déjà le conditionnel était là depuis, auraient tiré sur la population sans distinction de civils et de terroristes, annonçant un bilan déjà de 200 à 500 morts. Ça c'était à 2 jours après, il n'y avait même pas eu d'enquête, mais ils ont trouvé déjà ces réponses. Juste pour vous dire. De plus, le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies a appuyé un rapport tendant à appuyer les mêmes affirmations. On vient maintenant dans le cadre du rapport actuel. À l'examen du rapport, il ressort donc le caractère tendancieux des allégations infondées, reprenant des affirmations gratuites, des témoignages recueillis à distance et orientés. Je crois que beaucoup de Maliens étaient d'ailleurs choqués parce que quand ils ont appris, bon, on fait des enquêtes au téléphone, on appelle les gens. Vous imaginez que dans un village, si on vient tuer des terroristes et que les parents des terroristes prennent leur téléphone pour vous appeler, ils vont vous dire quoi? Mais il faut vérifier. Mais de qui vous parlez quand vous dites que les gens ont témoigné? De qui s'agit-il? Quand on dit 500 personnes qui ont été tuées, c'est quoi leur nom? Parce que les gens ont une maison, ont une identité, ont des noms. C'est qui? C'est facile de balancer des chiffres comme ça. Donc, ce qui conclut pour nous à des conclusions biaisées et des accusations contre les forces de défense et du Mali. À la suite de ces événements, conformément aux procédures en vigueur, comme cela a été indiqué dans le communiqué du gouvernement, une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur les allégations de violation des droits humains. Je dois vous dire que l'état-major a fait dès le même jour un communiqué pour indiquer le nombre de victimes. Je pense que les gens qui sont partis tuer des civils, ton premier réflexe n'est pas de venir faire un communiqué. Je pense qu'on va chercher autre chose. Donc le 9 avril, aussitôt, un transport judiciaire de constat a été effectué par le parquet de Mopti. Ensuite, les premiers éléments de l'enquête mettent en évidence l'hypothèse d'un affrontement ayant provoqué des morts par projectiles et le constat que la grande majorité des corps sont des adultes de sexe masculin. Sur le plan sécuritaire, il n'échappe à personne que l'intervention militaire des FAMA a été salutaire et a apporté beaucoup de quiétude à la population, signe que la défaite infligée à la Katiba Massina a permis de les désorganiser durant l'an civil de Moura n'a perdu la vie pendant cette opération militaire. Parmi les morts, il n'y avait que des combattants terroristes. Et toutes les personnes interpellées ont été mises à la disposition de la gendarmerie. Après enquête, elles ont été transférées au service d'investigation judiciaire de la gendarmerie de Bamako, puis mises à la disposition de la justice. L'enquête poursuit son cours et le gouvernement du Mali est déterminé à faire aboutir cette procédure dans le strict respect des droits de l'homme et en toute indépendance. Il importe toutefois de préciser que l'enquête a nécessité des actes plus approfondis qui sont actuellement en cours d'exécution. Et naturellement,
les résultats de l'enquête seront portés à l'attention de la communauté nationale comme de la communauté internationale. Les délais nécessaires à la manifestation de la vérité doivent être respectés pour d'une part préserver l'enquête des influences et manipulations médiatiques et d'autre part donner le temps aux enquêteurs indépendants de mener leur analyse et de formuler des conclusions selon un rythme approprié. En plus de l'enquête conduite par le ministère de la Défense et des Anciens Combattants, une enquête judiciaire cette fois-ci a été ouverte sous la responsabilité du pôle judiciaire spécialisé pour montrer la bonne foi du gouvernement. Cependant, il est fort regrettable que les événements de Moura aient été qualifiés par certains pays ou organisations de massacre, et ça depuis le début, alors même qu'aucune enquête n'avait été ouverte. L'utilisation d'un tel vocable ne laisse aucun doute quant à la volonté de ces pays de tirer des conclusions hâtives de nature à influencer la manifestation de la vérité. Il est rappelé que le Mali, comme je l'ai rappelé au début, est pleinement conscient de ses responsabilités et de ses engagements internationaux en matière de droit international humanitaire comme du droit international des droits de l'homme, et que le Mali aussi, comme je l'ai rappelé aussi, est un des grands héritiers d'une civilisation profondément humaniste, qui a consacré aussi l'avènement d'une charte des droits de l'homme ici. L'armée nationale, je dois le rappeler, remplit sa mission régalienne de protection du territoire, des populations et de leurs biens. Elle s'est lancée dans un puissant processus, dans un profond processus de transformation pour être plus professionnelle, plus outillée et plus proche des populations. Elle n'a donc pas vocation, notre armée n'a pas vocation à tuer nos propres populations. L'armée malienne se fait former par les meilleurs instructeurs chez nos pays amis. Tous les militaires maliens sont formés au respect des dispositions pertinentes du droit international humanitaire. Le gouvernement du Mali, je dois le dire, reste disposé à collaborer avec la MINUSMA dans le cadre de l'accomplissement de son mandat qui vise à soutenir la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Cependant, les missions de la MINUSMA ne sauraient être efficaces si elles devraient interférer, voire entraver les opérations de sécurisation des forces de défense et de sécurité pour la restauration de l'autorité de l'État. Avec la montée en puissance des forces armées maliennes, de leur posture offensive aujourd'hui, l'activité militaire a atteint un niveau de saturation et une intensité qui ont surpris beaucoup d'observateurs. Dans ce contexte, la sécurité de l'ensemble des forces déployées au Mali repose sur la coordination et la déconfliction de leurs mouvements. Sous le contrôle exclusif naturellement du gouvernement souverain du Mali qui entend désormais exercer pleinement sa souveraineté sur son territoire. Ce contrôle s'exerce de manière objective, sans aucune volonté particulière de créer des restrictions à qui que ce soit. En guise de conclusion sur ce dossier, je tiens à rappeler que pour nous, encore une fois, ce rapport dit que Moura est un dossier politique qui vise à opérer des représailles et à punir le Mali pour ses choix stratégiques sous couvert des droits de l'homme. Pour nous, encore une fois, ce rapport ne répond pas aux normes internationales applicables pour des enquêtes exécutées avec professionnalisme, impartialité, indépendance. Pour nous, ce rapport s'inscrit aussi dans le cadre d'une conspiration, sinon d'un complot, visant à briser la dynamique de la montée en puissance des forces armées et de sécurité, mais surtout, de notre point de vue aussi, à briser la dynamique du retour à l'ordre constitutionnel. Sinon, comment comprendre la sortie d'un tel rapport au moment où nous nous engageons dans un processus important d'adoption d'une nouvelle constitution qui consacre l'irréversibilité de ce retour à l'ordre constitutionnel. L'autre
point que nous voulons mettre devant, parce que surtout pour ceux qui pensent que oui, nous on a même vu des photos. Je pense qu'un pays a été détruit sur cette planète parce qu'on a vu des photos de l'existence d'armes de destruction massive. Le reste de l'histoire, vous la connaissez. C'est pourquoi je dis que les évidences ne sont pas tout. Aujourd'hui, pour faire croire aux gens, il faut sortir des images, mais on sait de quelle image on parle. Je pense que l'enquête va nous permettre de nous édifier sur tout ça qu'on a sorti pour dire que nous avons des images devant nous. Mais le Mali aussi a des preuves. Le Mali a des images aussi. C'est pourquoi le Mali a dit que désormais, la discussion sur cette question de rapport de Moura ne sera pas dissociée de la requête du Mali d'avoir un débat spécifique au Conseil de sécurité pour comprendre qui alimente le terrorisme dans notre pays. Le Mali a déjà donné des preuves de la violation de son espace aérien, des preuves tangibles. On a d'autres preuves supplémentaires. Des pays qui se disent promoteurs et défenseurs, ou d'un État qui se dit promoteur, défenseur des droits de l'homme, mais qui agit autrement sur le terrain en soutien à ces groupes terroristes. Et ces preuves-là, mais pourquoi les autres tournent la tête ailleurs pour ne pas regarder? Désormais, ces deux questions, on va les examiner ensemble. Ceux qui pensent qu'ils ont des preuves, on va tout mettre ensemble. On ira au Conseil de sécurité, qu'on pose la question. Qui est terroriste? Qui n'est pas terroriste? Qui soutient les terroristes? Qui joue un double jeu? Je pense que ces questions-là, on ne peut plus mettre ça sous la table parce qu'on est dans ce problème-là 10 ans à cause de certaines de ces duplicités qui n'ont pas été regardées. Donc le Mali tient vraiment à mettre cette question désormais au centre de nos discussions. Maintenant, vous me permettrez de quitter Moura pour venir à la question des partenariats cette fois-ci. Donc, conformément donc à la vision du chef de l'État, le Mali inscrit désormais son action, comme vous le savez tous, dans le cadre des 3 principes que nous avons édictés: le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires du Mali, et la prise en compte des intérêts vitaux des Maliens dans les différentes décisions qui sont prises. Je rappelle simplement que ces 3 principes, c'est essentiellement pour dire que le Mali tient à ce que sa voix soit entendue dans toutes les questions et que nous ne souhaitons pas qu'on nous impose des solutions. Que le Mali reste encore ouvert, je le dis et que je le répète, le Mali veut travailler avec tous ses partenaires. Que le Mali veut travailler avec tous les pays qui le souhaitent. Nous avons indiqué sur quelle base nous le faisons, c'est ce qui est important. Donc, contrairement à ce qui est véhiculé, je tiens encore à rappeler que c'est vraiment notre souci de travailler avec tous nos voisins, avec tout le monde, mais dans le respect mutuel et dans le cadre d'une relation où le Mali gagne, le partenaire gagne. Je pense que c'est ça qui est appliqué un peu partout dans le monde. Le Mali aussi reste fidèle à son engagement africain et panafricain, ce qui explique notre engagement dans le cadre de la CEDEAO, dans le cadre de l'Union africaine et de toutes les initiatives que nous prenons, parce qu'aucune de ces organisations n'a été mise en place sans le leadership malien. Donc cet héritage, nous allons continuer à travailler avec nos frères et sœurs par rapport à ces questions. D'ailleurs, nous avons des échanges extrêmement fructueux et réguliers avec la CEDEAO, avec l'Union africaine, et qui sont associés à toutes nos démarches. Et je tiens en particulier à saluer le Burkina et la Guinée qui sont avec nous dans le cadre d'un certain nombre de démarches auprès de ces organisations pour une meilleure lecture de notre situation. S'agissant du processus de paix, je dois dire que malgré les difficultés rencontrées, le Mali reste attaché à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. La visite cette semaine du ministre en charge de la réconciliation à Kidal témoigne de notre main tendue au groupe, mais surtout témoigne de notre capacité à travailler avec nos frères et sœurs maliens pour identifier des solutions. Nous voudrions à cet égard aussi saluer le rôle clé joué par la médiation internationale sous le leadership de l'Algérie et saluer tous les membres de la médiation internationale.
Le gouvernement apprécie aussi les missions de bons offices du chef de l'aménagement dans le cadre de l'appui au processus de paix. Maintenant, le dernier point. Je crois que j'ai parlé trop longtemps, mais je vais demander de finir avec ce dernier point. Le dernier point concerne l'aménagement. Je crois que c'est aussi une question importante, une question très sensible, une question qui préoccupe tout un chacun. Poursuivant sur l'aménagement, donc le Conseil de sécurité, comme vous le savez tous, prendra une décision le mois de juin prochain sur son avenir. À ce sujet, le gouvernement n'a pas fait mystère de sa forte réserve sur les 3 options proposées par le secrétaire général concernant la configuration de l'aménagement, car de notre point de vue, aucune de ces options ne répond aux attentes du Mali et aux besoins des Maliennes et des Maliens, surtout des besoins en matière de sécurité. Donc le Mali n'a rien contre qui que ce soit, mais nous voulons vraiment nous assurer que toute option que nous prendrons va nous aider à sortir de la situation actuelle et à chercher des solutions. C'est dans cet état d'esprit que le Mali s'est engagé de bonne foi et de manière constructive avec les Nations Unies pour la revue stratégique interne pour pouvoir prendre en charge. Je crois que vous connaissez les options qui ont été mises sur la table par rapport à ça et les limitations que cela a. Notre difficulté est la suivante. Et je crois que je vais commencer par le constat même du secrétaire général. Parce que nous, ce n'est pas une question de dire augmentons un peu les troupes, diminuons un peu, faisons ceci, faisons cela. Pour nous, le paradigme même ne répond pas à la situation. Nous sommes dans une situation de menace terroriste. Et nous avons une opération de maintien de la paix dans une zone où il n'y a pas de paix à maintenir. Dixit le secrétaire général des Nations Unies lui-même, c'est lui qui le dit. La mission évolue dans un environnement où il n'y a pas de paix à maintenir. Donc le problème fondamental, c'est le paradigme. Si l'objectif même de la mission, c'est de dire qu'on est là pour protéger les civils, mais comment on peut protéger les civils si on n'a pas la capacité de confronter les menaces contre les civils qui sont des menaces terroristes? Donc il y a un problème. Donc pour nous, fondamentalement, tant qu'on ne regarde pas ce problème de fond, et qu'on trouve des réponses par rapport à ce problème de fond, en attendant, nous comptons sur les forces de défense et de sécurité aujourd'hui qui prennent en charge la menace terroriste. Et toute option qui doit venir doit s'inscrire dans le cadre désormais de ce paradigme national qui est trouvé pour pouvoir prendre en charge. Je ne dis pas que tous les problèmes du Mali sont des problèmes de sécurité, non. Mais sur ce point en particulier, le mandat, c'était vraiment ça, aider le pays à restaurer son autorité sur l'ensemble du territoire. Donc on a un problème. Bon, comme je disais à des amis hier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la même chose et continuer à refaire, et si ça ne produit pas de résultats, espérer un résultat différent. Parce que pour nous, c'est une question de vie ou de mort pour les Maliens. Ce n'est pas question de faire plaisir à X ou Y. C'est des vies qui sont en danger. C'est notre responsabilité en tant qu'État. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on intègre cela, que ça vienne des Nations Unies, que ça vienne de l'Union africaine, donc peu importe. Je crois qu'il y a un proverbe chinois qui dit que qu'un chat soit gris ou noir, le plus important c'est qu'il attrape la souris. Pour nous c'est ça. Donc je crois que c'est cet élément qui nous est important. Naturellement, le gouvernement du Mali n'a pas déterminé sa position spécifique sur cette question, mais je crois que ces éléments vous permettent un peu de lire nos préoccupations. Il y a des consultations internes qui se poursuivent à notre niveau, mais notre préoccupation fondamentale, c'est ça. Qu'est-ce qui va nous aider à sortir de la situation actuelle? Est-ce qu'on veut encore nous engager dans des schémas pour 10 ans encore? Avec quel résultat? Il y a eu déjà des milliers de morts. Et moi, je tiens à saluer parce que ceux qui sont dans l'aménagement, ce sont nos frères, ce sont nos soeurs, ce sont les Guinéens, ce sont les Burkinabés, hein, ce sont les Égyptiens, hein, ce sont des gens qui viennent d'autres pays, amis, qui sont venus de bonne foi pour nous aider. Mais seulement, là où on les a mis, ce n'est pas la meilleure façon d'aider probablement. Ça ne veut pas dire que ces soldats ne sont pas valeureux.
Mais je pense que le Conseil de sécurité est l'organe qui a la responsabilité. On ne peut pas mettre nos hommes et femmes en danger dans une situation où nous sommes pertinemment convaincus que ce que nous mettons en avant n'est pas en mesure de répondre à la menace. Parce que toute réponse est fonction de la menace. Je crois qu'aujourd'hui, le Conseil ne peut pas mettre sa tête dans le sable. Il faut qu'il regarde en toute honnêteté avec nous qu'est-ce qui est en mesure de répondre à la situation. Je crois que chacun de vous, chacun de vos pays qui contribue en nombre, en ressources ou autres, a la responsabilité aujourd'hui de se poser cette question. Mais en tout cas, pour le Mali, c'est des questions de vie ou de mort. Donc c'est extrêmement... c'est des questions graves pour nous. Ce n'est pas des questions qu'on examine aujourd'hui, demain on est passé à autre chose. Je crois que c'est ce que je voulais partager avec vous comme vision du gouvernement sur ces questions, comme préoccupation, mais aussi pouvoir vous entendre sur ces questions et voir comment nous pouvons cheminer ensemble. En tout cas, vous comprenez que la préoccupation du Mali, c'est ça. Nous, on n'a pas de... Personne n'est ami, personne n'est ennemi. Nous cherchons à régler nos problèmes. Et notre motivation première, c'est comment trouver des réponses à cela. Et qui sont les personnes, les individus, les institutions qui sont en mesure de nous aider à parvenir à ce résultat. Donc c'est ça notre préoccupation fondamentale. Donc nous souhaitons vraiment que le bon Dieu puisse nous guider, nous inspirer par rapport à l'atteinte de cet objectif. Mais encore une fois, nous pensons qu'il est extrêmement important que chacun de vous inscrive aussi sa présence au Mali et aussi sa contribution dans une approche constructive. Encore une fois, je le dis, je le répète, c'est-à-dire que si le Mali tombe, les conséquences sont incalculables. Pour nous, Maliens d'abord, c'est vrai. Mais je crois que personne ne s'en sortira indemne. Donc je ne peux pas penser que quelqu'un dans cette pièce peut vouloir du mal au Mali. Peut-être que la personne même ne sait pas ce que cela peut avoir comme conséquence. Donc pour moi, peut-être nos incompréhensions peuvent avoir d'autres motivations, mais je suis certain qu'aucun de nous, Africains, non-Africains, n'a intérêt à ce que l'instabilité à laquelle nous assistons puisse se répandre et créer d'autres menaces. Parce que ceux qui pensent qu'ils sont sur des îlots de prospérité ou de stabilité, je crois que ces menaces vont venir frapper à vos portes, que ce soit le terrorisme, la pauvreté, les migrations. Construisez les murs les plus solides au monde. Je pense que pour des gens désespérés, rien ne pourra les arrêter. Donc comprenons que nous sommes tous dans cela. Ça concerne les Maliens en premier lieu, mais ça nous concerne tous. Aidons les Maliens à se sortir de cette situation pour que chacun de nous puissions vivre en paix, en stabilité, et pouvoir vraiment nous occuper des préoccupations plus fondamentales, d'amener la nourriture à nos populations, la santé, la quiétude, et de dessiner des partenariats qui nous permettent de répandre la prospérité et non la menace. Merci beaucoup.